à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Mediarhythmics avec pour partenaires médias CB News, Redcard et pour partenaire opérationnel Smile Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Les DMP ont-elles tenu leurs promesses ? Ces dernières années, les Data Management Platforms ont tenu une place centrale dans l'évolution du marché programmatique, notamment avec l'émergence du concept d'achat d'audience. Outils destinés à qualifier et classifier l'audience, les DMP ont été ces derniers temps encensés ou décriés. Nous allons, durant cette émission, essayer de faire le point sur ce « je t'aime moi non plus » autour de cette technologie, avec Julien Chailloux de Mille Merci, Eric Gellers de Programmatic Marketing, Benoît Mazier d'Oracle, Grégoire Frémiot de Mediarhythmics. Bonjour messieurs, merci d'être sur le plateau de The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant, à savoir les DMP ont-elles tenu leurs promesses ? Ça fait quelques années que cette nouvelle technologie est sur le marché programmatique et on va même dire qu'elle est au centre de plus en plus des problématiques programmatique, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'elle est là pour classifier la data, la qualifier. Et ma première question serait, bien que j'ai commencé à le faire, quelle est la définition pour vous d'une DMP et quelle est la principale promesse produit selon vous ? Julien, on commence par toi. Avec plaisir, bonjour à tous. Je pense qu'un des points qui est le plus important dans la DMP, c'est que c'est le moins bon acronyme qu'on ait jamais choisi en marketing. Parce que Data Management Platform, ça signifie pas grand-chose. Donc, une des problématiques qu'on a, c'est de réussir à montrer ce qu'on veut mettre derrière. Et on voit bien que l'évolution, c'est de se dire qu'est-ce que c'est que ça. Ce qui est le plus important pour moi, pour une DMP, c'est d'être capable de collecter de la donnée digitale, collecter de la donnée de comportement et de l'utiliser et donc de la distribuer dans tous les écosystèmes. C'est principalement ça qui est autour de la DMP. Merci Julien. Grégoire ? Pour continuer dans ce sens, je pense qu'il y a autant de DMP que de fromage en France. Il faut comprendre ce qu'on y met derrière. Exactement. Et que chacun a sa propre définition. Ce qu'on peut constater, pour aller plus loin que la première réponse, c'est qu'il y a beaucoup de DMP qui ont été créés dans un univers de cookies, de programmatique et de médias, et dans un contexte où il n'y a pas encore la GDPR. Et on aura l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, il y a de nouvelles règles sur la gestion des consentements, de nouvelles règles sur transmettre la data. Et surtout, c'est qu'à la fin, l'annonceur, il ne veut pas une DMP, il veut un système qui lui permet de collecter toute la donnée sur ses utilisateurs, quels qu'ils soient, quels que soient les devices qu'ils utilisent, online, offline, pour activer des campagnes, personnaliser des campagnes, mesurer. Et quelque part, en effet, DMP, CDP ou demain, un nouvel acronyme, peu importe, il faut se concentrer sur le besoin annonceur, ce qui marche. Merci Grégoire. Benoît ? J'ai déjà dit beaucoup de choses, mes confrères d'en face. Non, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acronymes. DMP, ça ne veut rien dire, ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, il y a deux mondes. Il y a le monde, je dirais, cookie, digital, marketplace, third party. Puis il y a le monde first. Et c'est comment on arrive à unifier les deux. Et pour moi, la promesse d'une DMP, elle est là, c'est d'arriver à travailler sur de la donnée client, de l'arriver de la mettre dans un univers, je dirais, où il y a d'autres informations sur ces clients-là, pour ensuite, d'ailleurs, la distribuer, comme tu disais, sur tous les écosystèmes. Après, voilà, demain, il y a la CDP qui arrive. Est-ce que c'est la DMP 2.0 ou est-ce que c'est une autre solution qui peut se connecter à une DMP ? Je dirais, après, il peut y avoir beaucoup de réponses sur ce topic-là. On peut entasser les stacks. Eric, justement, toi, tu es, après les technologies et DMP qui ont pris la parole, toi, tu es le consultant indépendant qui observe, notamment à travers ton blog Programmatic Marketing. C'est bien ça ? Exactement, c'est tout à fait ça, Michel. Et donc, c'est quoi ta vision de la DMP en tant qu'observateur ? Alors pour le coup, moi j'ai une vision très programmatique et assez simple, qui est de collecter la donnée, donc plutôt digitale, mais ça peut être aussi de la donnée offline, et justement de la mettre à disposition pour l'activer, donc pour les leviers digitaux d'un annonceur, donc d'acquisition de fidélisation, et d'optimiser justement la DMP et un petit peu le moteur qui permet d'optimiser chacun de ces leviers, soit de dépenser mieux, soit de dépenser plus, soit de dépenser moins, mais voilà, c'est dans ce sens-là. Et donc par rapport justement à la viabilité d'une DMP, personnellement je pense qu'on doit mettre le coût d'une DMP au sein justement d'un coût un peu média programmatique, l'intégrer en amont, avoir cette démarche pour éviter justement de prendre des risques et après avoir du mal à justifier économiquement le recours à la DMP.
Alors, comme je l'ai dit un petit peu en introduction, c'est devenu vraiment une technologie de plus en plus centrale, puisqu'on touche au cœur de la promesse, j'allais te dire cette fois-ci, du programmatique, c'est-à-dire de faire de l'achat d'audience. Et donc, cette audience, il faut savoir comment l'adresser. Cela dit, il y a eu pas mal de crispations quand on lit la littérature spécialisée sur le programmatique ou sur la data. Et la question, c'est pourquoi tant de crispations de la part de certains acteurs vis-à-vis des DMP? Crispation telle qu'un patron d'agence a qualifié le concept de DMP comme, je cite, la plus grosse arnaque de ces dernières années. Qui veut répondre? Grégoire. Je suis allé voir l'autre jour avec mon fils Le Malade imaginaire de Molière. Bien. Et mon fils de 9 ans, à la fin, m'a dit « Est-ce que la médecine, ça ne sert à rien ?» Et j'ai essayé de lui répondre en lui disant « Peut-être que dans la médecine, il y a eu beaucoup d'arnaques, il y a eu beaucoup de charlatans, mais la médecine, ça sert. » Et j'ai envie de reprendre cette image pour la DMP. Quand on est sur des gens qui promettent une boîte noire qui va créer 8 millions de femmes enceintes pour adresser une campagne en une semaine, dans une boîte noire, IA, etc., peut-être qu'on peut se poser des questions. Et en effet, aujourd'hui, il y a des annonceurs qui disent « Est-ce que vraiment ça marchait? Est-ce qu'en plus, c'est compliant avec le nouveau contexte réglementaire ?» Quand on est sur des gens qui ont un métier de technologie et de broker data, on peut aussi se poser des questions de qu'est-ce qu'ils font concrètement, à quoi ils me servent, quel est mon risque là-dessus. Quand à l'inverse, on est sur des gens qui disent « J'ai beaucoup de data et je veux l'utiliser pour améliorer mon marketing, le rendre plus personnel, ou pour le monétiser », on a des ROI extrêmement satisfaisants. Quand on est dans une logique, on parlait de first et third, de gens qui disent entre nous, on va créer une taille critique dans un contexte de gestion des consentements complètement traçable, dans un modèle cross-DMP, pour pouvoir jouer dans le même terrain que les gros, on arrive aussi à des résultats extrêmement intéressants. Donc quelque part, DMP, pas DMP, non, je dirais plutôt quels sont les cas d'usage qui marchent et quelles sont les technologies qui permettent, dans le nouveau contexte réglementaire, de faire marcher les choses. Merci Grégoire. Julien? Ouais, avec plaisir. Je suis d'accord avec ce que tu racontes, évidemment. Et j'aimerais rajouter le fait que un des gros problèmes qu'ont eu les DMP, c'est qu'ils sont arrivés à un très très mauvais moment. Ils sont arrivés à un moment où tous les boards parlaient de transformation numérique. Et donc on est arrivé à un moment où politiquement en interne, chez les annonceurs, on s'est trouvé à cette transformation digitale, elle se met où? Elle se met dans un data lake géré par l'IT, elle se met dans la transformation des médias et le programmatique, elle se met dans le CRM qui tout à coup prend des données comportementales. Et du coup, à tous les endroits, on s'est retrouvé avec des gens qui avaient des maturités différentes et avec des projets différents. Donc il y a des projets qui se sont très très bien passés et qui ont réussi à tirer parti des outils qu'ils ont mis en place, qu'on les appelle DMP ou autres, et qui ont réussi à remettre de la data au cœur de la création de leur valeur. Et là, c'est parfait. Et puis il y a des endroits où ça a été mal gouverné parce qu'il n'y avait pas encore les compétences, parce que ce n'était pas le bon moment, parce qu'il y a des gens qui ont pris de l'importance là où ils n'auraient pas dû en prendre. Et du coup, il y a effectivement un fiasco. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des projets de DMP qui ont commencé il y a 3-4 ans et qui se soldent mal? Oui, bien sûr. Est-ce que ça veut dire que tous les projets de DMP se soldent mal? Évidemment que non. Donc il y a autant, comme on le disait tout à l'heure sur l'analogie avec les fromages, il y a autant de projets et de réussites de projets que ce qu'il peut y avoir, puisqu'il y a vraiment de la technologie compliquée, des compétences qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir, et puis un moment dans les entreprises, dans leur gouvernance, où ils ne savaient pas encore comment gérer cette transformation-là. Ouais, merci Julien. Tu veux rajouter quelque chose, Eric? C'est vrai qu'il y a eu un effet de mode. Donc effet de mode, il peut y avoir des achats d'impulsion. C'est bête, mais c'est arrivé, en fait, concrètement. Des égos de personnes qui ont voulu acheter des DMP en se disant je suis. Voilà. Et puis il n'y avait pas fondamentalement le volet économique qui était pris en compte. Parce que si vous voulez vous équiper d'une DMP, notamment pour optimiser votre activation programmatique, cross-levier, vous avez besoin de dépenser un certain budget minimum quand même pour rentabiliser votre DMP. Et il faut au moins dépenser à peu près, alors je parle sous votre contrôle, mais les chiffres qui circulent, c'est plutôt au minimum 1 million d'euros en display, native ad et vidéo, pour justement pouvoir commencer à rentabiliser une DMP qui au minimum à l'année, je pars sur le compte de Grégoire et du tien, va au minimum du minimum coûter au moins 100 000 euros en coût tech et en coût de data mining, data science. On est vraiment, et encore c'est des tout petits budgets. Donc si vous dépensez 1 million en pub display et que vous rajoutez 100 000 euros d'investissement DMP, c'est-à-dire que vous allez facialement dégrader votre ROI de 10%. Donc c'est-à-dire que votre DMP, quand vous ajoutez les coûts de 100 000 euros, il va falloir justement que la DMP génère un uplift de 10%. Pour au moins rester au même niveau de performance. Si tout ça n'est pas pris en compte, et si les marketeurs ne le prennent pas en compte et qu'ils attendent que ce soit leur contrôleur de gestion ou leur dev qui leur disent « Ok, ça sert à quoi ?» Bah, optimiser les campagnes. Ok, mais regarde, elles marchent moins bien tes campagnes. Si je rajoute le coût de ta DMP à tes coûts médias, en fait, tu as un moins bon ROI depuis que tu as ta DMP qu'avant. Et donc, dans ce cas-là, si on ne fait pas cet exercice-là,
Je pense que les annonceurs ne travaillent pas assez les use cases, ne se challenge pas assez. Et donc économiquement, à terme, ou peut-être d'un, 2, 3 ans, ça dépend de la réactivité des boîtes et tout, on a des bilans super négatifs et on a des mauvaises images. Et voilà. Donc je pense que c'est un point super important. Merci Eric pour ton analyse. Benoît, ton observation par rapport à cette crispation. Pour ajouter, je dirais, c'est comme on le disait en Des introduction, il y a plein de définitions de la DMP, c'est juste un acronyme et en fait il y a plein de solutions derrière. Et en fait il y a des projets où ils se sont dit j'ai besoin d'une DMP, finalement c'était peut-être pas d'une DMP que vous avez besoin, mais peut-être d'un data lake comme tu disais. Et puis d'autres qui finalement avaient vraiment besoin d'une DMP. Et en fait c'est vrai que je reviens dans votre sens où ça va dépendre des cas d'usage, ça va dépendre de... finalement également de l'investissement média, puisque c'est avant tout quand même, pour moi, une DMP, c'est avant tout pour aider à optimiser le média et le programmatique. Et après, derrière, oui, par extension, de pouvoir, pourquoi pas, adresser des canaux plus marketing, comme on l'entend. Mais il y a des projets DMP qui ont 3 ans, 4 ans, qui tournent très bien, des clients très matures qui en redemandent. Et puis oui, il y a eu des projets qui finalement n'ont pas marché parce que... problème de gouvernance, problème de définition des cas d'usage, peut-être mauvais choix de la technologie par rapport aux besoins. Donc oui, mais tout n'est pas parfait et tout ne peut pas être parfait. Mais en tout cas, il y a une sorte de progression, une prise de conscience que c'est d'abord les cas d'usage qu'il faut une réussite de stratégie data plutôt qu'une technologie, si je vous comprends. Je pense que les cas d'usage sont absolument essentiels, mais la capacité après à avoir une équipe qui est capable d'itérer sur ces cas d'usage. On peut partir avec 5 cas d'usage et il y en a un qui, à lui seul, va justifier l'investissement de la DMP. Donc je pense qu'il faut aller même encore plus loin que ça. On peut pas, il faut avoir beaucoup plus d'agilité si on a envie de réussir son projet. Si on part en se disant, voilà, je vais lister ces cas d'usage là et je vais mettre autant d'énergie sur chacun, puis quand ils seront faits, je passerai à la suite. Non, on sait bien tous ici que dans le marketing digital, il y a forcément une itération à avoir. Ce qui est vrai en 2017, ce n'est pas forcément vrai en 2018, ce qui ne sera pas forcément vrai en 2019. Cette capacité à itérer, donc à avoir soit en interne, soit à être accompagné pour continuer à tirer de la valeur de ces dispositifs-là et de ces projets-là, c'est à mon avis essentiel. Grégoire. Ce qui est très vrai, mais du coup, Merci, comme Julien. les cas d'usage font la réussite par la technologie, il y a une réaction sur quelle est la technologie. On rentre aujourd'hui dans un monde où le média, le CRM, l'offline sont en train de se merger. Donc si la technologie a été conçue pour faire des cas d'usage DMP média dans un monde third party, ce ne sera pas forcément la meilleure solution pour adresser des gens qui disent « ma problématique globale, c'est de faire un marketing personnalisé multicanal qui prend en compte l'ensemble des informations du ticket de caisse jusqu'à la campagne média en passant par la visite et je veux que ça délivre en 3 mois et pas en 3 ans ». Et donc c'est peut-être que dans la façon de concevoir une technologie de bout en bout ouverte qui va vite peut permettre de concrétiser les cas d'usage plus facilement que si c'est une technologie qui était plus vieille, qui a été développée pour un cas d'usage DMP Média. Alors c'est très intéressant parce que tu me permets de faire la transition avec la prochaine question puisqu'on a vu apparaître un nouvel acronyme encore, mais ça c'est les joies du programmatique et de la data, à savoir le CDP, Customer Data Platform. Et Benoît, je me souviens qu'on en a discuté cet été sur une terrasse à Cannes. Tout à fait. Pour faire genre on est des stars, mais c'est une réalité. Tu m'as expliqué que ce nouvel acronyme arrivait sur le marché et l'ADMP est-elle menacée par ce fameux CDP? Alors je vais juste expliquer la différence entre les deux. L'ADMP, en théorie, s'appuie principalement pour certains, sur la third party et sur les cookies, alors que le CDP, le Customer Data Platform, s'appuie, lui, sur la first party. Tu évoquais un petit peu certains éléments de la first party, comme les tickets de caisse tout à l'heure, c'est-à-dire la data propriétaire, c'est une donnée, voilà, la first party, la data propriétaire de l'annonceur ou de l'éditeur. Donc d'un côté, DMP, third party et cookies, de l'autre CDP, first party. Il semblerait que, comme tu l'expliquais, de plus en plus, il y a un besoin de mixer la data de l'annonceur et de pouvoir la faire fructifier et que le CDP semble bien y répondre. Est-ce que ce CDP, donc, menace la DMP? Julien. On va dire que c'est plutôt le marché qui a enfin réussi à dire où est la création de valeur. Très clairement, si on considère qu'une DMP, c'est juste la capacité à aller chercher des données third party, effectivement, on peut se poser de la question, à moins d'avoir des investissements comme, je ne sais pas, une marque de grande consommation qui dépense énormément, d'aller chercher énormément de données third party et de s'en concentrer. Je pense qu'aujourd'hui, CDP, c'est juste
le fait que le marché a compris qu'il faut bien être capable de mettre au même endroit des données où avant on n'était pas capable de les mettre en endroit. Donc des données first party, des données offline, des données de comportement sur une application mobile, toutes ces choses-là. Donc l'agilité de la technologie qu'on a choisie pour pouvoir mettre en endroit et utiliser ces données-là, elle est effectivement essentielle. Mais très concrètement, il y a une partie non nulle des gens qui font des DMP depuis 5 ans et qui opèrent déjà des choses que maintenant on va appeler CDP. La première fois que nous on en a vendu une, il y a un peu plus de 5 ans, on l'avait appelée base first party parce que ça ne s'appelait pas encore DMP. Donc je pense que concrètement, il n'y a pas une vraie révolution. Il y a est-ce que la technologie ou l'outil que vous avez envie de choisir, il est capable d'adresser de la donnée first party ou de la donnée offline? Est-ce que ça a de la valeur? Bien évidemment, mais c'est les mêmes acteurs. Ok, merci Julien. Grégoire? Oui, du coup, pour compléter, peut-être un point sur first, second et third. On n'a pas beaucoup parlé de la seconde, il faut en parler. La third, je ne suis pas juriste. J'incite tout le monde dans mon rôle de conseil en tant que sous-traitant à suivre avec beaucoup d'attention toutes les jurisprudences qui tombent, les orientations données par les différents régulateurs sur la third, et aussi bien sûr mesurer la qualité de cette third. Beaucoup de mes clients qu'on a eus ces dernières années, qui sont plutôt des clients assez supposés matures dans le digital et matures dans le digital, se disaient ma donnée, c'est ma propriété, donc je veux une garantie complète qu'elle ne sera pas utilisée à d'autres fins. Et je peux déjà en faire beaucoup de choses, en faisant du scoring, etc. Par contre, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. On ne va plus me vendre une black box, IA, etc. J'ai besoin de comprendre, faire tourner mes propres algorithmes. Certains de mes clients se disent, j'ai la donnée, mais je ne suis pas suffisamment pour jouer dans la cour des grands. Et du coup, se sont dit, je vais travailler avec d'autres. Par contre, ce qui est clair dans un contexte GDPR, c'est de tracer le consentement. Comment je peux faire pour siloter mes données et pouvoir travailler avec d'autres acteurs complémentaires qui acceptent. Et donc, pour ça, il faut des technologies. Et donc, Mediarethics s'est positionné là-dessus. Et après, oui, CDP, c'est une nouvelle façon, un nouveau acronyme pour dire DMP, c'est plus à la mode, trouver un nouveau nom. J'ai presque envie de dire, peut-être que dans 3 ans, on se retrouvera à la même table en disant CDP, c'est plus à la mode. Nous, le parti pris, c'était de se dire, construisons une base de données universelle, multilangage, donc plusieurs façons de la requêter, qui comprennent tous les éléments de l'individu dans un modèle base de données graph, et qui puisse aussi adresser les cas d'usage en 2 ans, parce qu'on ne va pas passer sa vie à implémenter des nouveaux acronymes à 3 lettres. Oui, des XMP ou des XDP, peut-être demain, on sait Et jamais. juste pour compléter, je pense que la difficulté de cette vision-là, que je partage totalement, c'est qu'éventuellement les acteurs de la tech ou du marketing digital vont un peu plus vite que les IT internes des boîtes qui, quand ils entendent ça, ils se disent « mais c'est moi qui dois maîtriser ça ». Et ils n'ont pas tort, c'est absolument essentiel qu'une marque, elle maîtrise sa data, c'est évident. Pour autant, aujourd'hui, elle n'est pas équipée pour aller aussi vite que les acteurs de la tech. Donc il y a quand même quelque chose qu'on doit résoudre, et la CDP peut être cette porte pour le résoudre, se dire c'est pas antinomique d'avoir une vraie vision sur j'ai un data lake, je maîtrise, j'engage des data scientists en tant que marque et je comprends ce qui se passe. Il y a une vraie dynamique d'indépendance absolument nécessaire. Pour autant, aujourd'hui, de s'équiper de solutions de ce type-là, ça permet d'aller un tout petit peu plus vite. Merci Julien. Oui. Benoît, ton avis? Je dirais, c'est vrai que demain, on va peut-être appeler les DMP 2.0 des CDP. Enfin, il y a déjà des acteurs de la CDP qui existent aujourd'hui et qui ne sont pas considérés comme des acteurs de la DMP. Pour moi, je pense qu'il y a... après, moi, je viens d'un monde où, oui, la définition de ma DMP, c'est de la third party data. Bluekai, historiquement, c'est de la third party data, c'est une place de marché data. L'historique de Bluekai vient de là, qui a été ensuite racheté par Oracle en 2014. Donc, oui, moi, je viens de ce monde de la third party, avec les contraintes GDPR, etc., où justement Oracle, c'est une grosse entité sur de la donnée, donc côté juridique, j'ai aucun souci là-dessus. Donc, moi, dans ma vision, il va être CDP plus DMP, puisque la DMP va être pour la partie digitale, et c'est pour ça que l'acronyme DMP, finalement, n'est peut-être pas le bon. On a peut-être dû l'appeler Audience Management Platform, n'importe comment ou autrement. Mais l'objectif, oui, c'est, quand on voit l'apparition de la CDP, en tout cas aujourd'hui sur le marché, c'est la prise de conscience qu'il faut vraiment se centrer sur la donnée client qui est là où il y a de la valeur. Et puis ensuite, derrière, d'être capable de centraliser cette donnée, puisqu'aujourd'hui, les entreprises sont encore silotées malgré tout. CRM, IT, marketing, sales, service client, on peut même aller encore plus loin. Et donc, finalement, d'avoir cette plateforme qui va être capable d'agréger cette intégralité de la donnée, de rajouter de la valeur, oui, avec de l'IA, pourquoi pas, avec du scoring fait par des data scientists inter-clients ou externes. Et derrière, pourquoi pas l'adosser à une DMP dans ma vision third party pour enrichir la connaissance client. On commence à avoir une vraie vision 360, avec de la donnée tierce qui va être là pour enrichir, ou de la seconde. Quelque part, finalement, la seconde partie, c'est des partenaires, c'est aussi des acteurs qui vendent en privé. Il y a plein de définitions de la seconde partie data, mais cette capacité d'avoir une techno qui gère la first, pourquoi pas l'adosser avec une third pour alimenter, oui.
Je pense que c'est là demain la vision, c'est d'avoir une plateforme, soit unique, soit pourquoi pas 2 plateformes, qui vont justement être capables de pouvoir tenir cette fois-ci la promesse de centraliser la connaissance client pour ensuite l'activer plus qu'en programmatique, mais aussi dans des cas d'usage marketing, le retourner dans les SI des clients, vers le service client, pour permettre d'être en mesure de, quel que soit le point d'interaction d'un client avec une marque, que ce soit sur un chatbot, sur un site web, eh bien, qu'on n'ait pas à raconter l'histoire, qui je suis, pourquoi je vous recontacte, parce que je l'ai déjà fait il y a 2 jours, je me suis plaint que j'avais un problème sur un produit, et puis je reviens 2 jours après, et on me repose les mêmes questions. Non, voilà. Donc c'est vraiment pour apporter cette conversation et de pouvoir être... Quels que soient les supports. Chatbot et Mais, Merci Benoît. mais on le voit bien quand Eric. même. Enfin, je trouve qu'on ne rend pas service en annonceur en sortant un nouvel acronyme, CDP, qui ressemble beaucoup à une DMP, et en mettant de la nuance, en disant c'est de la first, etc. Le marché programmatique, il est complexe, il est vu comme ça par les annonceurs. On dit qu'il y a de la transparence, les annonceurs ont du mal à y croire. Donc je pense que le terme de CDP n'aide pas le marché, honnêtement, n'aide pas les annonceurs non plus. Ça a un peu un côté, ça peut les embrouiller, pour être tout à fait honnête. Parce que s'ils commencent à se demander, j'ai une DMP, mais il faut aussi que je m'équipe en CDP, franchement, ça va être super. Enfin, là, ils vont se mettre dans une situation, mais ça va être super chaud. Et en plus, bon, ça c'est pour faire un tout petit peu de mauvais esprit, mais vas-y. mais ça On est là n'engage que pour ça moi. aussi. Il y a certains Quand on est éditeurs. indépendant, j'entends. Voilà, c'est ça. Donc, il y a certains éditeurs techno qui ont sorti des DMP. Leurs DMP n'ont pas forcément tenu leurs promesses, et donc ils sont rebrandés en CDP en disant wow, c'est tout neuf. Bon voilà, donc le terme de CDP, là franchement c'est limite quoi. Personnellement, ça n'engage que moi. Merci Eric. Alors quand on parle de data, on pense beaucoup à la performance. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans le monde de la publicité et de la communication. Et qui dit communication dit également créativité. Et je pense, et c'est un avis, et d'où la question qui vient après, qu'on a peut-être un peu trop tendance à mettre la data dans le monde des data scientists, des machines, etc. Alors que derrière, tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour vendre des yaourts quand même. Donc, et pour faire en sorte que monsieur ou madame Michu achète un yaourt, il faut un petit peu les séduire. Donc faire un peu de communication et donc un peu de créativité. D'où ma question. Les DMP étant de plus en plus au centre des transactions publicitaires pour inciter à acheter, pensez-vous que les DMP puissent être un outil au service de la créativité publicitaire? Julien. Moi, j'aurais envie d'aborder deux directions. La première, c'est que aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on dit que même aux États-Unis, l'IAB, on a fail sur la partie publicitaire parce qu'on a été de plus en plus mauvais et on en a mis de plus en plus. Et ça, on est obligé tous d'accepter que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a 3 fois plus de bannières qu'il y a 5 ans. Et si on ne tire pas dans le bon sens, il y en aura 3 fois plus et les gens seront 3 fois plus énervés. Donc on a vraiment la problématique qu'on n'a pas été très créatif dans la publicité digitale. Aujourd'hui, ce à quoi peut aider une DMP, c'est à enlever le côté manuel de bien parler à chaque personne et d'être capable d'automatiser la capacité de personnalisation des choses. Et la personnalisation, elle peut se faire surtout sur la météo, la géolocalisation, le type de client, le genre, l'âge, le type de produit consommé. Et ça, c'est à ça qu'elle peut servir la DMP. Donc il y a toute une première partie qui est de dire la personnalisation, elle va transformer l'expérience client, que ce soit à l'intérieur du média ou même à l'intérieur d'un site, d'une application. Et ça, c'est une vraie capacité à être créatif. Parce qu'on va pouvoir créer des scénarios qu'on ne savait pas créer avant. Là, il y a de la vraie créativité. La deuxième source de créativité, c'est celle qu'on va un peu moins, qui est un peu plus dans des choses où on est au début, c'est vraiment sur la capacité à mettre de l'intelligence artificielle dans ces données-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont sortir parce que les algorithmes vont nous sortir et qui vont générer de la créativité. La créativité qui n'est pas qu'au niveau de la performance, mais au niveau des cibles qu'on va aller chercher, au niveau de la manière dont on va les adresser et des messages qu'on va aller choisir pour ces cibles-là. Merci Julien. Grégoire. Alors, créativité, c'est quand même plus un sujet des annonceurs et des agences. Moi, je suis un plombier, mais mon sujet de plomberie est assez complexe quand on parle de data marketing. Cool. Mais par contre, justement, il faut que l'eau coule. Et du coup, il faut que pour moi, on n'est pas seulement au niveau du périmètre de la DMP. Si on dit, je prends une DMP, puis 50 autres acronymes pour être capable de personnaliser mon message en email, en programmatique, on-site, etc., on va se retrouver sur de la latence forte, de la data qui va se perdre en route, voire du data leakage. Quand on regarde les gros acteurs américains, les GAFA ou les Chinois, ils ont une couche intégrée de bout en bout. Je collecte, j'analyse, et quand j'active, j'ai toutes les informations disponibles pour mettre le bon message. Et donc nous, notre vision, c'est de dire il faut une plateforme DMP, CDP, peu importe, qui collecte et qui puisse être capable d'activer toute la data en temps réel pour permettre à la personne d'agence de
tiens, j'ai une personne qui veut acheter des yaourts, je sais exactement qui elle est, je sais exactement ce qu'elle a fait, et en temps réel, j'ai un outil DCO, j'ai un outil DSP, j'ai un outil email qui a toute la data en temps réel. Et c'est pour ça que nous, on croit beaucoup à l'approche intégrée, en étant extrêmement ouvert pour se dire, donnons un outil intégré qui fasse qu'il ne faut pas 10 ans pour espérer avoir le bon message à cette fameuse Madame Michu qui n'existe pas, au moment où elle ouvre un email, où elle voit sa publicité. Merci Grégoire. Benoît? Je vais te rejoindre et en même temps, on parle beaucoup de techno. Il y a aussi beaucoup d'humains et je pense qu'on l'oublie aussi parfois, surtout dans la créa. Oui, la DMP va aider, à mon sens, les créatifs à, pourquoi pas, créer de nouvelles choses parce que les annonceurs vont mieux connaître leurs utilisateurs, leurs clients, leurs genres sociodémos, leurs intentions, leurs intérêts, pourquoi pas leur passif d'achat. Et finalement, le fait de se dire, on a beaucoup d'informations sur ces utilisateurs, des créatifs, tiens, peut-être que j'ai des segments très différents d'utilisateurs qui achètent mon yaourt, qui est toujours le même. Mais peut-être que justement, je vais peut-être changer mon approche parce que finalement, il y a des familles. Je vais peut-être pas peut-être pas donner la même information. Il y a des célibataires ou des végans, donc je vais peut-être donner une autre information. Et donc oui, je pense que la connaissance client, c'est toujours bon pour favoriser la créa. Et puis finalement, de se dire, j'ai des informations, je vais les exploiter et finalement d'être plus pertinent dans son message que de dire finalement, je mets, je dirais, une voiture bleue, une voiture rouge et puis c'est terminé. Et puis en fait, finalement, je ne personnalise pas assez mon message. Après, oui, il y a des outils qui vont aider. Mais il y a aussi d'abord de l'humain, je pense, surtout au niveau créa, qui vont se dire, tiens, j'ai peut-être une bonne idée et je vais peut-être pouvoir le tester. Et la techno va aider à tester avec de l'A/B testing, avec justement de l'information sur l'utilisateur et dire, finalement, peut-être que mon message avec mon pot de yaourt bleu, il marchera mieux qu'avec mon pot de yaourt rouge. Mais au moins, on aura de quoi, pouvoir tester. ces données. Exactement. Et il y a déjà des clients aujourd'hui qui le font. Je prends des exemples de Samsung, je prends des exemples d'Orange. Ils ont aujourd'hui utilisé la data pour justement changer leur créa, faire des scénarios différents avec des messages percutants. Ouais, on a vu par exemple, je crois, j'ai oublié la marque automobile, mais qui a gagné notamment un prix sur data et créativité. Je crois que c'était Nissan qui a gagné un prix pour avoir fait notamment 400 vidéos différentes en fonction des datas et des typologies de clients, de prospects qu'ils pouvaient adresser. Aussi au niveau de l'outil final. C'est-à-dire qu'on peut imaginer faire 400 segments avec 1000 créas, c'est un peu compliqué, c'est un peu long. On peut aussi s'imaginer dire que toute la data qu'on collecte au niveau de la DMP est accessible au niveau du DSP ou de la DCO pour personnaliser. Et là, c'est juste un algo. Donc c'est un peu plus simple à délivrer. Merci Grégoire, merci Bruno. Le mot de la fin, ce sera pour toi, le consultant indépendant. Eric, qu'en penses-tu de la DMP comme outil au service de la créativité? Oui, je pense que clairement, mais pour ça, il faut se reposer sur les use cases. D'accord. Et un use case va permettre de dire, si Michel, tu es un client fidèle de la Fnac, tu as mis une télé en panier, mais tu ne l'as pas acheté, donc la Fnac est déçue, forcément, ils sont très déçus. Qu'est-ce qui va te faire permettre, qu'est-ce qui va aider la Fnac à te transformer? Est-ce que ça va être de te suivre avec des grosses bannières display, avec des télés qui tournent, etc. Peut-être, mais c'est pas sûr. Peut-être que ça peut t'énerver et ça peut peut-être un petit peu dégrader l'image de la Fnac à la marge, mais ça peut peut-être un peu énerver. Ou alors peut-être que tu as plus besoin d'un email, juste un email, donc ça coûtera aussi beaucoup moins cher à la Fnac. Donc des économies médias, où on reprend la télé que tu as mis en panier, puis on les compare avec les autres, et on t'aide à prendre ta bonne décision, puis peut-être qu'on met une petite promo parce que tu es encarté depuis 5 ans, etc. Et donc là, donc dans ce cas-là, c'est au service de la créativité, du choix du levier, et après de la créativité dans le levier, qui passe aussi par les informations que contiennent la créa. C'est important. Merci messieurs. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission et de nous avoir éclairé également sur ce qu'est une DMP. En quoi, en fait, ce qui compte, ce n'est pas l'acronyme, mais en fait, ce qu'on va faire avec les fameuses data et qu'il existe différents outils pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, vive la data et j'allais dire, vive la créativité technologique. Merci. Merci Michel. Merci Michel. Ainsi s'achève ce débat autour des DMP. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Plus qu'un acronyme, l'exploitation de la data passe par des cas d'usage du test and learn afin d'optimiser ses activités marketing et médias. 2. La gouvernance de l'outil d'exploitation de la donnée est au centre de la réussite d'une stratégie d'acquisition ou de monétisation via la data. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Media Rhythmix pour leur soutien, sans oublier nos partenaires médias, CB News et Redcard.
et notre partenaire opérationnel Smile Wanted. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.